Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Stéphanie Demuru. Merci de nous rejoindre dans Europe 1 Soir Week-end. J'accueille mes débatteurs de la deuxième heure. Alexandre Malafaille, fondateur du think tank Sinopia. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Stéphanie Demuru. Gilles Boutin, journaliste en politique économique au Figaro. Bonsoir Gilles. Bonsoir Stéphanie. Et puis mon invité de 20h14, André Perrin, agrégé de philosophie, ancien professeur en classe préparatoire aux grandes écoles, auteur de ce livre, de cet ouvrage, Paradoxe de la pensée progressiste, le camp du bien à l'heure du woke chez l'artilleur. Bonsoir André Perrin. Bonsoir madame. Alors, on en parle régulièrement sur nos antennes, la censure morale, le politiquement correct, les contradictions du progressisme militant parfois. Dans ce livre, Paradoxe de la pensée progressiste, vous rassemblez plusieurs années d'observations précises des médias notamment et du monde universitaire, parce que ça fait 50 ans que vous n'écoutez que la radio publique, c'est bien ça ? 50 ans, peut-être même presque 60. Bon, ça fait beaucoup. Vous n'êtes pas lassé ? Non, je ne suis pas lassé. Je suis parfois irrité. En même temps, j'apprécie la qualité d'un certain nombre d'émissions de la radio publique. Et vous en avez donc tiré ces observations dans ce livre qui est vraiment passionnant parce que vous balayez tous les sujets du moment et avec un discours qui n'est pas forcément entendu partout. Vous dites dans ce livre, quelle que soit la couleur politique des gouvernements successifs, l'audiovisuel est dominé clairement par une idéologie de gauche. Oui, enfin, c'est assez frappant. C'est pour ça que je vous dis que j'écoute depuis 60 ans la radio publique. Je l'écoutais déjà à la fin des années 60, c'est-à-dire à l'époque où il y avait encore un ministère de l'information et où la radio publique, la télévision aussi, il y avait d'ailleurs, j'ai connu une époque où il y avait une seule chaîne, et la radio publique était sous la tutelle de ce ministère de l'information. À cette époque-là, il y avait une idéologie qui s'exprimait, qui n'était pas du tout de gauche. J'ai le souvenir d'avoir entendu pendant des années, tous les matins, la chronique de Michel Droit, qui pouvait s'exprimer sans contradiction aucune, ce qui m'irritait profondément à l'époque. Et puis alors, en 1981, la gauche est arrivée au pouvoir, et là, on a eu un renversement. Michel Droit a été remplacé par un journaliste de l'Humanité, dont le nom m'échappe pour le moment, enfin peu importe. Voilà. Et alors, on aurait pu penser... Donc une vraie rupture, au départ, plutôt, alors quoi, neutre, c'était, vous l'auriez qualifié de quoi, cette radio publique avant 1981 ? Avant 1981, elle était tout à fait au service du pouvoir politique, et donc elle exprimait la pensée du pouvoir, la pensée gaulliste, pompidolienne. Alors, à partir de l'arrivée de Giscard, il y a eu une certaine détente, mais enfin, non, ça a continué jusqu'à l'arrivée de la gauche au pouvoir. Là, on a eu un renversement. Alors, on aurait pu penser que ça allait alterner en fonction du pouvoir, et ça n'a pas été le cas. C'est-à-dire qu'à partir des années 80, quelle que soit la couleur politique du gouvernement, ce qui est resté dominant, c'est l'idéologie, non pas du pouvoir politique, mais de l'intelligentsia. C'est-à-dire que le problème de la radio publique aujourd'hui, c'est pas du tout qu'elle soit inféodée au pouvoir politique. Depuis, disons, la fin des années 80, elle ne l'est plus, mais ce qui ne signifie pas qu'elle soit neutre. D'ailleurs, vous qualifiez ça quoi, de chronique, vous donnez des exemples à l'appui, justement. Chronique, c'est parce que, en fait, ce livre est un recueil de chroniques que pour la plupart, il y a d'autres textes, mais la plupart sont des chroniques que je publie régulièrement dans la revue Commentaires, et qui ont été rassemblées ici. Donc ce sont des textes qui sont écrits un petit peu au jour le jour en fonction des réactions que j'ai devant ce que j'écoute. En tout cas, vous donnez des exemples concrets de ce que vous entendez. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant dans ce débat où on rappelle quand même qu'il y a une commission d'enquête sur la neutralité du service public. Donc c'est vrai que c'est intéressant de vous entendre. Je rappelle quand même que vous êtes agrégé de philosophie, que ça fait, vous venez de le dire, 60 ans que vous écoutez la radio et on ne doute pas de votre impartialité
actualité. Vous évoquez notamment les législatives de 2024, le deuxième tour. Clairement, il y a une forme de pensée. Vous dites d'ailleurs, vous ne parlez pas de pensée unique, c'est ça qui est intéressant, mais je crois de pensée dominante. Oui, la notion de pensée unique, je pense que c'est une exagération. Je ne l'ai jamais utilisée pour ma part et je l'ai récusée explicitement, d'ailleurs dans l'avant-propos de mon avant-dernier livre. Non, on ne vit évidemment pas dans un régime de type soviétique ou hitlérien, c'est bien évident. Et il y a encore pour tout le monde des espaces de libre expression. Oui. Mais il y a en effet une idéologie qui est dominante, ça sans aucun doute. Et vous parlez de climat d'intimidation intellectuelle. Oui, il y a un climat d'intimidation intellectuelle, comme en témoigne par exemple l'usage quotidien à la radio, mais aussi dans la presse, du mot d'extrême droite. À tout moment, on est potentiellement extrême droitisé, si j'ose dire, y compris lorsque l'on énonce des propositions qui sont relativement raisonnables. Et vous posez la question d'ailleurs de ce terme extrême droite, vous dites mais est-ce que cette droite emploie des moyens extrêmes, si je me souviens bien Oui, alors c'est assez amusant. Mais je pense que je le dis, ça doit être dans l'avant-propos de ce livre à propos du wokisme, parce que on nous explique régulièrement que le wokisme est un fantasme, qu'il n'existe pas, etc. Alors, j'analyse, si vous voulez, dans cet avant-propos, les différents arguments qui sont avancés en faveur de l'inexistence du wokisme. Et alors, parmi ces arguments, il y a celui selon lequel le wokisme ne serait pas défini, etc. Bon, mais ceux qui lancent cette accusation ou qui émettent ce reproche sont les mêmes qui utilisent quotidiennement des termes comme extrême droite, sans parler de fachosphère, etc., sans se donner la moindre peine de les définir. Alors effectivement, extrême droite, je demande, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que c'est une droite qui utilise des moyens extrêmes, ou est-ce que c'est une droite qui est extrêmement de droite ? Bon, alors, dans la mesure où ce concept d'extrême droite est généralement appliqué à un parti politique qui est en voie de progression chez nous, le Rassemblement national, bon, en quel sens est-il d'extrême droite ? Est-ce que c'est parce qu'il utiliserait des moyens extrêmes, c'est-à-dire la violence ? Bon, or, il est facile de voir que s'il y a de la violence, il y a des assassinats politiques, il y a des assassinats de juifs chez nous, il y a des violences dans des manifestations. On reparle de Sainte-Soline et de bien d'autres. À ma connaissance, il y a peu de gens d'extrême droite qui ont été pris en flagrant délit dans toutes ces Donc oui, vous violences. démontez ces mots. Gilles Boutin voudrait vous poser une question depuis tout à l'heure. Je ne vais pas me faire des petits yeux. Sur la coloration à gauche de l'audiovisuel public, l'affaire est assez entendue. En revanche, où se situe le point de bascule entre une gauche qu'on classerait de culturelle ou de classique et le wokisme ? Quelle est la différence ? Quel est le seuil qui vous amène à dire « Ah là, on est sur un discours très classique, issu des années 80 », et là, ensuite, on est sur un discours plus wokiste, donc il y a une dizaine d'années. Le problème, c'est que justement, c'est pour ça que je parle de paradoxe de la pensée progressiste, c'est que il y a eu une pensée il y avait l'importance accordée à la liberté d'expression, il y avait la laïcité, et il y a eu, en tout cas à partir de l'affaire Dreyfus, qui a été un véritable tournant, la lutte contre l'antisémitisme. Or, si l'on considère ce qu'est devenu la gauche depuis une vingtaine, une trentaine d'années, eh bien, on s'aperçoit qu'elle a quasiment rompu avec tout cela. Cette idée de progressisme a été dévoyée par cette nouvelle gauche. Bien sûr, elle a été dévoyée. Alors, ce qu'on formule parfois, et pourquoi pas, ça n'est pas faux, avec la différence entre le social et le sociétal. Bon, mais pour quelle raison ? C'est parce que la gauche, pendant très longtemps, a été le parti qui représentait la classe ouvrière. Bon, or, la classe ouvrière, elle s'est
considérablement amenuisé. L'étude récente de l'INSEE montre que on est tombé de 20% à peu près. Bon, alors que les classes moyennes et supérieures augmentaient. Aujourd'hui, l'ensemble des classes qu'on appelle supérieures et moyennes, moyennes supérieures, ça fait 48% de la population active. Bon, alors donc il y a eu ça, il y a eu corrélativement des raisons électorales finalement. Bien sûr, alors bien sûr. Je vais y venir si vous voulez. Il y a eu corrélativement le déclin du Parti communiste, qui a décliné assez logiquement avec la classe ouvrière. Bon, et puis, vous avez eu un moment tout à fait décisif qui a été celui, un moment, oui, c'est Terra Nova. Oui. C'est en 2012, la fameuse note de Terra Nova qui prend acte de cette évolution de la société et qui dit, bon voilà, maintenant c'est terminé, la classe ouvrière elle est perdue pour nous, de toute façon maintenant elle vote mal, et donc on ne pourra pas la récupérer, et donc il faut reconstituer un nouveau peuple de gauche sans la classe ouvrière. Bon, les paysans n'en parlons pas, ça faisait déjà longtemps qu'ils votaient mal, les artisans aussi. Donc, qu'est-ce qui reste ? Eh bien, il reste alors les minorités ethniques, il reste les minorités sexuelles, les femmes qui sont assimilées à une minorité, etc. Voilà. Et alors, le wokisme, finalement, c'est cela. Oui. Deux questions. Alexandre Malafaille. On a bien compris le virage de 1981 et depuis cette gauchisation de la radio publique. Comment se fait-il que personne n'ait jamais réussi à rétablir un peu le balancier depuis finalement plus de 40 ans ? Et une deuxième question concernant un sujet de votre livre qui est la novlangue. Qui fabrique cette novlangue ? Alors, la première question, pourquoi ça n'a pas changé ? Parce que je crois qu'il y a une chose qui a été acquise. Et déjà, je pense, à partir des... C'est vrai qu'il y avait une tendance un petit peu autoritaire dans la maîtrise de l'information, si vous voulez. Donc ça a été desserré à partir du milieu des années 70. Et je pense que quand la gauche est arrivée au pouvoir, c'est une chose qui a été acquise définitivement, que le pouvoir politique ne devait pas régenter l'information. Donc l'information a été libérée. Oui, mais elle était obligée de rester à gauche. Mais elle est restée à gauche. Pourquoi ? Parce que elle est restée à gauche, en tout cas dans l'audiovisuel public, parce que ceux qui œuvrent là, c'est l'intelligentsia, c'est-à-dire au fond, il y a trois groupes sociaux, si vous voulez. Il y a d'une part le monde de ceux qui sont chargés d'instruire, d'enseigner, c'est-à-dire les professeurs, les universitaires. Oui. Bon, et ça fait très longtemps qu'ils étaient à gauche. Mais auparavant, ils étaient plutôt marxistes. Dans les années 60, le marxisme était très, très implanté à l'école normale supérieure, dans les universités, dans les lycées, etc. Bon, il y a eu ce déclin alors qui a commencé, je crois, à partir de 68, parce que 68 n'était pas du tout une révolution d'inspiration marxiste, elle était beaucoup plus libertaire. Et puis, il y a eu, dans la foulée, si vous voulez, il y a eu Solzhenitsyn, il y a eu l'archipel du Goulag, qui a été un coup très dur porté, non seulement au communisme, mais au marxisme. Il y a eu dans la foulée le mouvement dit des nouveaux philosophes, qui s'est emparé précisément de Solzhenitsyn. Bon, voilà. Et pour avancer, pardonnez-moi, puisque le temps file, malheureusement, André Perrin, sur la deuxième question d'Alexandre Malafaille, sur la novlangue, alors les pages 29, il n'est pas étonnant que des idéologues, dont une des plus profondes convictions est qu'on peut changer les mots, en changeant les mots, et qui s'y emploient en tentant d'imposer aux autres leur novlangue, soit à ce point soucieux de faire la chasse au mot woke ou wokisme. Oui, c'est ça. Alors, la novlangue, ça vient. L'origine, vous savez, elle se trouve aux États-Unis dans le politiquement correct. Bon, alors le politiquement correct, la political correctness, c'est quelque chose qui est né d'abord dans la communauté afro-américaine, de la part de minorités ethniques, des Noirs en particulier, qui se sentaient offensés par l'usage de certains vocables, comme nigger, qui a été remplacé par black, etc. Donc, jusque-là, il n'y a rien à dire, si vous voulez.
c'est des choses qui sont parfaitement normales. Mais à partir de là, on est passé d'une police au sens, je dirais, du policé, de ce qui est civilisé, du souci de ne pas offenser autrui avec les mots, à une véritable police du langage. Et où l'on traque les gens en fonction des mots qu'ils utilisent. C'est d'ailleurs quelque chose qui a été... et ça, je le signale à l'intention de ceux qui disent que le wokisme n'existe pas, je leur dis, vous devriez en informer un certain Barack Obama, parce que lui, il y croit à l'existence du wokisme, et il s'est exprimé d'ailleurs à la télévision américaine très clairement là-dessus, en disant, oui, le wokisme, bon d'accord, bien sûr, il y a des injustices à dénoncer, mais la plupart des woks, c'est des gens qui se disent, regardez comme je suis bien, éveillé. Moi qui suis antiraciste, parce que je dénonce le racisme des autres, etc. Et ils disent, ça, ce sont des postures qui satisfont ceux qui les ont, qui leur font plaisir, mais qui ne changent pas réellement les choses. Merci André Perrin. Vous parlez de plein d'autres sujets, mais c'est vrai que c'est intéressant de prendre le temps et de développer. Vous parlez d'ailleurs de la laïcité, avec l'affaire de l'abaya. Vous dites que le rôle des élites est grand dans cet affaiblissement de la laïcité. Vous revenez d'ailleurs aussi sur le conflit entre Israël et le Hamas. Vous décrivez les discours entendus dès le lendemain, le 8 octobre. Israël a le droit de se défendre, et le mais est très important. En tout cas, j'invite les auditeurs à lire votre livre Paradoxe de la pensée progressiste, le camp du bien à l'heure du woke, aux éditions Artilleur. Merci d'être passé par le studio d'Europe 1. André Perrin, 20h30 sur Europe 1. Maëlle Laurent, le point sur l'actualité. À Lyon, des messages anti-police projetés hier soir lors de la Fête des Lumières par le collectif d'extrême gauche des Soulèvements de la Terre. Non à l'État policier, la police blesse et tue, ou encore on dégage le RN. Le ministre de l'Intérieur Laurent Nunez a vivement condamné ces messages aujourd'hui. 2 hommes de 18 et 22 ans tués par balle la nuit dernière dans la métropole grenobloise. Le corps du premier a été retrouvé dans un parc de la ville. Le second a succombé à ses blessures après une fusillade survenue à Échirolles, secteur régulièrement marqué par des épisodes de violence par arme à feu sur fond de narcotrafic. Nicolas Sarkozy annonce qu'il ne s'associera pas à un éventuel front républicain destiné à battre le RN. L'ancien chef de l'État compte plutôt sur un rassemblement le plus large possible. Confidence tirée de son livre Le journal d'un prisonnier. Europe 1 et le JDD vous en dévoilez les bonnes feuilles des hier. Bruno Retailleau, lui, plaide aujourd'hui pour une union des droites qui doit se faire, je cite, dans les urnes lors des prochaines élections. D'ici là, le président des Républicains appelle les députés de son groupe à ne pas voter mardi le budget de la sécurité sociale, texte qu'il qualifie de hold-up à la fois fiscal, social et démocratique. Dans son viseur notamment la hausse de la CSG ou encore la suspension de la réforme des retraites. À l'étranger, Moscou se dit en ligne avec la nouvelle stratégie de sécurité nationale présentée par les États-Unis, stratégie qui n'associe plus la Russie à une menace. Une étape positive qui doit permettre de trouver un règlement pacifique en Ukraine, explique le porte-parole du Kremlin. À noter qu'Emmanuel Macron sera demain à Londres pour rencontrer Volodymyr Zelensky et faire un point sur les discussions en cours sous médiation américaine. Et enfin, retour en France, à Marseille, le grand retour aujourd'hui de la statue de Notre-Dame de la Garde après 10 mois de travaux. La structure métallique et la dorure de la statue ont pu être restaurées grâce à une campagne de collecte. Journée spéciale organisée aujourd'hui à cette occasion avec une procession suivie d'un spectacle son et lumière. Merci Maëlle Laurent, on se retrouve à 20h45 pour votre journal permanent. Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Stéphanie Demuru. En compagnie d'Alexandre Malafaille, fondateur du think tank Sinopia, et de Gilles Boutin, journaliste en politique économique au Figaro. Messieurs, on vient d'entendre ce philosophe, André Perrin, agrégé de philosophie. Ça va pas faire plaisir à Delphine Ernotte qui sera auditionnée, me semble-t-il, cette semaine, commission d'enquête sur la neutralité du service public. C'était passionnant ce qu'il nous a raconté. Beaucoup d'argumentation, mais ça fait du bien de prendre le temps aussi, Gilles Boutin. Surtout avec une profondeur historique qui nous ramène aux grands mécanismes, aux grandes bascules. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à penser que c'est de toute éternité ce positionnement à gauche, surtout quand on est une jeune génération. Absolument. Or, on voit bien que tout peut être daté et que le tournant qui aurait été extrêmement positif, où on serait passé d'un RTF qui était sous la coupe de l'exécutif, tout simplement, à ce moment-là, si on était passé dans quelque chose de réellement pléthorique, ou alors d'honnêtement, qui se veuille le plus neutre, le plus factuel possible, ça aurait été formidable.